Alors, l'une des premières choses qu'il faut retenir dans ce chapitre de trigonométrie, c'est tout ce qui concerne le cercle trigonométrique. Donc, le périmètre d'un cercle basique, c'est 2πr. Or, dans notre cercle trigonométrique, le rayon est 1. Donc, on sait que le périmètre du cercle trigonométrique est 2π. Voilà. Le périmètre du cercle trigonométrique est 2π. Ça veut dire qu'un tour complet vaudra 2π. Un tour complet en degrés, c'est 360 degrés. Donc on pourra dire que 360 degrés, c'est égal à 2π, mais c'est pas égal à 2π en tant que chiffre, c'est égal à 2π radians. Radian étant votre nouvelle unité de mesure d'angle. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir déterminer des angles remarquables dans notre cercle trigonométrique. Et on va commencer par les multiples de π sur 3. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que puisqu'un tour complet, ça fait 2π, alors il faut savoir aussi qu'on commence à mesurer l'angle à partir d'ici. Donc ça, c'est 0 degré ou 0 radian. Et en fait, la mesure de l'angle va commencer à partir de ce segment ici. Donc, puisqu'un tour complet fait 2π, à la même position sur le cercle trigonométrique, j'aurai 2π. Et de l'autre côté, ici, j'ai π. D'accord ? Si je cherche à couper, donc ici, je veux π sur 3. Ça veut dire qu'en fait, mon π, je vais devoir le couper en 3 parts égales. Si je veux le couper en 3 parts égales, je vais utiliser le rapporteur. Et en utilisant le rapporteur, je vais trouver que les multiples de π sur 3 se trouvent ici, ici, ici et là. Vous voyez, quand je prends mon rapporteur et que je veux couper ma demi-pizza, entre guillemets, en 3 parties égales, donc 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés, j'obtiens ça. Et effectivement, c'est pareil de l'autre côté. Je suis ici et je suis là. Voilà. Donc là, j'ai bien coupé ma pizza, si je peux appeler ça une pizza, en 6 parts. D'accord? Donc ça fait 2π divisé par 6 et donc π sur 3. Ce qui veut dire que ici, j'aurai π sur 3. Donc ce qui mesure π sur 3, c'est l'angle qu'il y a ici entre 0 et π sur 3. D'accord? Ensuite, j'aurai 2π sur 3. Alors ici, j'ai π, mais qui est la même chose que 3π sur 3. Voilà. Ici, j'ai donc 4π sur 3, 5π sur 3. Et ici, j'ai 6π sur 3, mais qui est bien égal à 2π. Voilà. Donc ça, c'est la plus petite valeur positive des angles. Donc le premier angle, π sur 3, le deuxième angle de π sur 3. Bien évidemment, π, 180 degrés. Ce troisième angle-là, qui est égal à 4π sur 3, 5π sur 3, et le tour complet de π. Ça, c'est pour les multiples de π sur 3. Pour les multiples de π sur 6, et vous voyez que j'ai pris une couleur qui était similaire, je vais devoir déjà couper ma pizza en 6 parts, comme j'ai fait en fait pour avant. Et ensuite, chaque part, je vais devoir les couper en 2. Puisque je veux que de 0 à π, il y ait 6 parts, et ben, il faut qu'à chaque fois ici, je coupe en 2 mes parts que j'ai déjà coupées pour le π sur 3. Donc, je commence par remettre mes valeurs. Donc, je reprécise que c'est à partir de là qu'on compte. J'ai toujours 0 qui est ici. Je vais remettre donc mes petites croix ici. Vous voyez, hop et hop. Et ensuite, je vais devoir recouper en 2 ces parts-là. Alors, bougez pas. Donc, j'ai recoupé mes parts en π sur 3. Et en fait, chaque part, je vais vouloir la couper en 2, ce qui va obtenir ceci. Voilà, j'ai recoupé toutes mes parts en parts égales. Ce qui veut dire que de 0 jusqu'à π, j'aurai bien 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai bien coupé π en 6 parts égales. Donc, j'ai bien des multiples de π sur 6. Ça veut dire que ici, je vais avoir π sur 6. Ici, je vais avoir 2π sur 6. Mais vous allez me dire, bah oui, mais je croyais que c'était π sur 3. Bah ça tombe bien, puisque 2π sur 6 et π sur 3, c'est la même chose. Si vous simplifiez ici en haut et en bas par 2,
c'est la même chose que pi sur 3. OK? Ici, on va donc avoir 3 pi sur 6 et qui est la même chose que pi sur 2. Effectivement, quand vous simplifiez en haut et en bas par 3, ça fait pi sur 2. Et on peut le savoir également puisque c'est la moitié de pi, donc c'est pi sur 2. Ici, on va avoir 4 pi sur 6 qui est également la même chose que le 2 pi sur 3 qu'on avait déjà marqué au-dessus. Ici, on aura 5 pi sur 6. Et ici, on aura pi. D'accord? Ce qui veut dire qu'en réalité, les multiples de pi sur 6, ils sont là et là. Vous voyez, parce que ici, c'est considéré comme des multiples de pi sur 3, et ici, c'est considéré comme un multiple de pi sur 2. D'accord? Donc, je vais marquer le reste. Bougez pas. Voilà, donc j'ai marqué tous les multiples. Donc, je continue, je compte 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3, 4, 5, 6. Bon, 6 pi sur 6, ça fait pi. 7, 8, 9, 10, 11. Ça veut dire encore une fois que les multiples de pi sur 6 qui ne se simplifient pas en pi sur 3 ou en pi sur 2, ils sont ici. Ok? Dernier multiple qui va nous servir. Le dernier multiple qui va nous servir, c'est le multiple de pi sur 4. Donc, ça veut dire que de 0 jusqu'à pi, je vais vouloir couper ma pizza, enfin ma demi-pizza du moins en 4 parts égales. Donc, jusqu'à là, rien de sorcier, il faut faire la moitié et ensuite la moitié de la moitié. Donc, pour cela, je vais tracer la moitié ici, déjà, pour la couper en deux. Donc ça, je vais savoir normalement que c'est pi sur 2 ici, puisque j'ai coupé ma pizza pi en deux. Et ensuite, pour couper en parts égales, je vais devoir utiliser la diagonale des carreaux. Vous voyez ici, ici et donc là. On ne trace pas la droite au pifomètre, il faut vraiment tracer la diagonale avec les carreaux. D'accord? Ici et là. Voilà, j'ai oublié de tracer vertical. Voilà. Donc là, de 0 jusqu'à pi, j'ai bien coupé ma pizza en 4 parts égales et j'ai bien les multiples de pi sur 4. Ce qui signifie qu'ici, j'aurai pi sur 4. Ici, j'aurai 2 pi sur 4, mais qui est la même chose que pi sur 2 si je simplifie en haut et en bas. Ici, j'ai donc 3 pi sur 4. Là, j'ai 4 pi sur 4 qui est égal à pi, 5 pi sur 4. 6 pi sur 4 qui est égal à 3 pi sur 2. 7 pi sur 4. Et 8 pi sur 4 qui est égal à 2 pi ici. Voilà. Vous connaissez maintenant tous les multiples. Alors, la petite astuce quand même qui existe. Donc, concernant les multiples de pi sur 4, on a dit qu'il fallait tracer par rapport aux carreaux, d'accord? Il fallait tracer les diagonales des carreaux. Vous allez me dire, sans rapporteur, comment est-ce que je place correctement mes droites? Eh bien, en fait, il y a une petite astuce, à la fois pour les multiples de pi sur 3 et à la fois pour les multiples de pi sur 6 qu'il faut retenir. C'est que, vous voyez, là où j'ai mis mes pi sur 3, 2 pi sur 3, etc., et bien en fait, ça correspond ici au milieu du rayon. Vous voyez, mes deux valeurs ici, c'est le milieu du rayon. Et en fait, en traçant des petits pointillés comme ça, en haut et en bas, et ben vous aurez les multiples de pi sur 3. Voilà. Donc, pour les multiples de pi sur 3, il faut faire les milieux sur l'axe horizontal. Et pour les multiples de pi sur 6, il faut faire à la fois le milieu sur l'axe horizontal, comme pour les multiples de pi sur 3, parce qu'on a dit qu'on le coupait d'abord en 3 et ensuite on le coupait en 6. Et donc ensuite, il faut faire la même chose avec les pointillés horizontaux qui passent toujours par le milieu du rayon. Vous voyez ici, milieu du rayon, milieu du rayon, milieu du rayon, milieu du rayon. Voilà. Donc c'est comme ça que même sans rapporteur, vous pouvez placer n'importe quel point. À l'aide de tout ça, vous allez pouvoir placer n'importe quel multiple de pi sur 3 en continuant de compter selon mon axe. Par exemple, si donc on a déterminé que ça, c'était le sens positif
de compte, entre guillemets. En admettant que, par exemple, je vais prendre une autre couleur, on va reprendre du bleu foncé, par exemple. En admettant que je veux placer... on va dire, allez, 10 pi sur 3. Et bien, il me suffit de compter. Donc, là, j'ai toujours 0. J'ai 1 pi sur 3, 2 pi sur 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 pi sur 3, il est au même endroit que 4 pi sur 3. Donc, je n'ai pas le droit de mettre le signe égal. Parce que, vous voyez, 4 pi sur 3 et 10 pi sur 3, en termes de valeur numérique, quand je les tape à la calculatrice, ce n'est pas la même valeur numérique. Donc, j'ai pas le droit de mettre égal entre les deux. Il y a une notation pour ça. Vous pouvez mettre égal 10 pi sur 3 et ensuite vous mettez un petit crochet avec 2 pi. En fait, ça veut juste dire, ils sont au même endroit sur le cercle, ils sont égaux à un certain nombre de tours complets près. Un tour complet, c'est 2 pi. Et en fait, si je pars de là et que je fais un tour complet, j'obtiens 10 pi sur 3. Donc, je peux dire que les deux sont égaux modulo de pi. Donc, ça se dit modulo de pi. Mais j'ai pas le droit de mettre que le signe égal. Éventuellement, si vous voulez mettre un point-virgule, ça me convient aussi. Donc, avec pi sur 6 et pi sur 4, vous pouvez placer n'importe quel nombre. Donc, bien évidemment, la grosse difficulté, c'est que on vous force, entre guillemets, à prendre tous les cercles d'un coup. Voilà. Et on vous met un seul cercle et c'est vous qui devez vous débrouiller, en fait, pour placer au bon endroit les choses. Alors que souvent, quand vous le décortiquez comme ça, vous n'avez aucun mal à compter. Autant quand vous tracez tout dans le même cercle, du coup, vous avez tendance à compter des choses qu'il ne faut pas compter. Par exemple, vous voyez ici, on a dit que ici, au sommet, c'était pi sur 2. D'accord? Ça veut dire que le dénominateur, c'est un 2. Et ça veut dire que tous les dénominateurs pairs, donc pi sur 6 et pi sur 4, il faudra compter cette partie-là. Or, ici, vous voyez, pour pi sur 3, puisque 3 n'est pas un dénominateur pair, et du coup, ici, la ligne, on ne doit pas la compter. Et c'est aussi pour ça que quand vous essayez de placer des nombres un peu grands, vous avez un petit peu de mal, parce que souvent, quand vous avez tout placé dans le même cercle, vous avez du mal à compter correctement les bons segments. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire les 3 petits cercles au brouillon, rapidement, juste histoire de savoir où vous devez vraiment placer et compter surtout les traits qu'il faut. Donc j'ai établi le sens positif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui signifie que, bien évidemment, j'aurai le sens inverse des aiguilles d'une montre qui est ici. Ce qui veut dire que, par exemple, si je veux placer moins 3 pi sur 4, je vais pouvoir compter de la même manière qu'avant, sauf que je vais devoir compter dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que ici, j'aurai moins pi sur 4, ici j'aurai moins 2 pi sur 4, et ici j'aurai moins 3 pi sur 4. Donc je peux écrire que les deux sont égaux modulo de pi. Voilà. Donc il y aura, pour un point donné, il y aura une infinité de possibilités pour placer les différentes valeurs en radians qu'on vous donnera. Et en fait, ce qui est embêtant, c'est que si je me place sur un point précis du cercle, on ne va pas tous forcément donner la même réponse. C'est pour ça qu'on a décidé qu'il y aurait ce qu'on appelle une mesure principale pour que, pour un point donné, on puisse tous donner la même réponse. Alors, la mesure principale, ça va être la mesure de l'angle qui, en radian, est comprise entre moins pi et pi. Ça veut dire que, par exemple, vous voyez le 4 tiers, 4 pi sur 3 de tout à l'heure, on aurait plutôt choisi moins 2 pi sur 3 parce qu'on veut une valeur qui est numériquement entre moins pi et pi. Pour la mesure principale, selon votre enseignant, il y aura une technique différente.
Je vous montre la mienne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien utiliser celle de votre enseignant. Mais voilà, toutes les démonstrations sont équivalentes. Ma méthode, c'est de commencer par une division euclidienne, ensuite de faire un encadrement de votre fraction, et enfin de soustraire par l'encadrant pair. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre par exemple quelque chose de pas trop grand, 37 pi sur 6. Voilà. Donc je pourrais reprendre mon cercle, vous voyez que j'ai fait tout à l'heure avec les multiples de pi sur 6 et compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Sauf que quand on arrive à des très grands nombres, ça devient un peu compliqué et surtout que ça donne pas une justification numérique en fait de ce qui se passe. Là, c'est vraiment une justification numérique. Je vais commencer par faire la division euclidienne de 37 par 6. Alors, je demande la division avec reste. J'ai pas forcément envie que vous vous preniez la tête avec les chiffres après la virgule, etc., etc. Division basique. Donc, je vous rappelle, le 3 est trop petit pour le 6, donc je prends les deux premiers. Donc, je ferai un exemple avec 3 chiffres après pour que ça vous parle un petit peu. Donc, combien de fois est-ce qu'il y a 6 dans 37? Il y va 6 fois. Je soustrais 36, puisque 6 fois 6, ça fait 36. Il me reste 1. Et je sais que mon quotient, c'est donc 6, quelque chose si je continue ma division euclidienne. Ce qui veut dire que 37 sur 6, je vais pouvoir l'encadrer. Ah, attention, j'ai mal écrit. Hop là. 37 sur 6, je vais pouvoir l'encadrer. Et donc 37 sur 6, il est entre 6 et 7. Donc bien évidemment, moi je parle de... donc ça c'est la première étape, ça c'est la deuxième étape. Donc bien évidemment, je parle de 37 pi sur 6. Donc ça va être entre 6 pi et 7 pi. D'accord? Et ensuite, moi ce qui m'intéresse, ça va être de soustraire par l'encadrant pair. Pourquoi est-ce que je veux soustraire par l'encadrant pair? Simplement parce que mon but, pour rester au même endroit sur le cercle, parce que moi mon but c'est de trouver l'équivalent de 37 pi sur 6 sur mon cercle basique où j'avais toutes mes valeurs petites, positives et négatives. Le problème, qui n'est pas un problème d'ailleurs, c'est que je dois soustraire par un nombre pair de pi, puisque je veux soustraire un certain nombre de tours. Voilà, donc là, je vais soustraire par l'encadrant pair, c'est-à-dire 37 pi sur 6 moins 6 pi. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à mettre sur le même dénominateur pour pouvoir faire ma soustraction. 37 pi sur 6 moins, donc 6 fois 6, 36 pi sur 6, ce qui me donne pi sur 6, et ce qui veut dire que la mesure principale de 37 pi sur 6, ce sera pi sur 6. On peut faire un autre exemple, par exemple si j'ai moins 254 pi sur 3. Voilà, par exemple. Je commence par faire la division euclidienne. 254 divisé par 3. Le 2 est trop petit, 25. Combien de fois 3 dans 25? 3 fois 8, 24. 3 fois 8, 24, moins 24. Et il me reste 1. J'abaisse mon 4. Combien de fois 3 dans 14? 4 fois pour 12 et il reste 2. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir encadrer ça. Par contre, attention, ici, j'ai dit que c'était moins 254 pi sur 3. Donc, du coup, dans l'encadrement, il va falloir que je fasse attention au sens des crocodiles. Là. En effet, 254 divisé par 3, ça fait 84, quelque chose. Donc, je sais que 254 sur 3, c'est compris entre 84 et 85. Voilà. Sauf que moi, j'ai moins 254 qui va être compris, du coup, entre moins 84 et moins 85. Sauf qu'au niveau du sens des crochets, eh ben, je vais devoir les mettre dans l'autre sens. Vous voyez, parce que moins 85, bah, c'est plus petit que moins 84. Et donc, bien évidemment, j'ai les pi, parce que je parle de mesure en radians. Et je vais donc soustraire par l'encadrant qui est pair. Donc, l'encadrant qui est pair, c'est bien 84. Donc, je vais devoir faire la soustraction suivante. Moins 254
sur 3 pi moins l'encadrant de gauche qui est moins 84, moins 84. Et là, j'aurai moins par moins qui fait plus, moins, mince, moins 254 pi sur 3 plus 84 pi. Et donc, dans ce cas-là, il ne me restera qu'à mettre sur le même dénominateur. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le calcul mental, vous pouvez simplement poser 84 fois 3. Hop, 3 fois 4, ça fait 12. Je retiens 1. Et 3 fois 8, 24. 252. Voilà. Donc, ça fait moins 254 pi sur 3 plus 252 pi sur 3. Et en faisant l'addition des deux, ça me donne donc moins 2 pi sur 3 qui sera la mesure principale de mon angle. Voilà. Attention cependant, vous voyez ici, donc j'avais un multiple de pi sur 3 qui, quand je trouve la mesure principale, effectivement, c'est aussi un multiple de pi sur 3, mais il peut y avoir quelques exceptions, notamment si on vous donne une fraction qui n'est pas irréductible. Par exemple, si je vous donne 129 pi sur 3, voilà, si vous faites la division euclidienne de 129 sur 3, vous vous apercevez que ici, il y va 4 fois, il reste 0, et ici, il y va 3 fois, il reste 0. Et quand le reste est 0 à la fin, ça veut simplement dire que le nombre que je vous ai donné, 129 sur 3, en fait, 129 était divisible par 3. J'aurais pu le deviner en disant que la somme des 3 chiffres était un multiple de 3. Mais en faisant la division euclidienne, ça marche aussi. C'est égal à 43 pi. Et dans ce cas-là, si vous tombez sur un multiple rond, on va dire, vous pouvez directement le placer sur le cercle trigonométrique. En effet, vous voyez, ici, on a dit que, donc là, c'est moins pi et pi. Et en fait, on a dit que l'ensemble des mesures principales était comprise entre moins pi et pi. Et si vous tombez sur 43 pi, comme c'est un multiple impair de pi, ça veut dire qu'il est forcément ici. Vous voyez, ici, on a tout ce qui est 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, etc., etc. Et ici, on a tous les multiples impairs. Et comme on est ici, sa mesure principale, vous pouvez directement dire que c'est pi. Voilà, sans avoir de calcul à faire. La suite du chapitre concerne les cosinus et les sinus. Donc je vous vois déjà d'ici, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est assez facile en réalité. Si vous avez bien compris le principe du cercle trigonométrique, donc vous avez un cercle avec des axes, voilà. Donc vous, on vous disait jusqu'à maintenant, vous vous occupez que des angles, tout ça, par exemple celui-là, c'est pi sur 3, etc., etc. Hop. Et en réalité, le cosinus et le sinus, c'est simplement l'abscisse et l'ordonnée du point image sur le cercle. D'accord? Donc abscisse ordonnée. Avec l'abscisse, c'est le cosinus. Et l'ordonnée, c'est le sinus. Ça veut dire que le 0 en angle, vous voyez, il est là. Et le 0 en sinus et cosinus, il est là. D'accord? Puisqu'on avait dit que le cercle trigonométrique était de rayon 1, ça veut dire que ce point-là, là, il est de coordonnées 1 et ce point-là de coordonnées moins 1. À partir de ça, on va pouvoir très facilement trouver les cosinus et les sinus des angles remarquables qu'on a étudiés avant. Je reprends ma page de tout à l'heure, vous vous rappelez, ça c'était le cercle pour les multiples de pi sur 3. Eh bien, pour les multiples de pi sur 3, le cosinus va être très facile à trouver puisque, vous voyez, je vous ai dit que le cosinus, c'était l'abscisse des points images sur l'axe horizontal. Ce qui veut dire que, vous voyez, j'avais pris la moitié ici, là. La moitié du rayon, j'avais dit, pour placer les points, donc pi sur 3 et 5 pi sur 3. Ça veut dire que je peux d'ores et déjà écrire que le cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire l'abscisse du point image pi sur 3, son abscisse, c'est 1/2. Vous
voyez, je peux déjà le dire. Je peux également dire que le cosinus de 5π sur 3 est aussi égal à 1/2. Et lorsqu'on se place ici, du coup, on est en abscisse moins 1/2, ce qui signifie qu'on peut écrire que le cosinus de 2π sur 3, c'est moins 1/2. Et le cosinus de 4π sur 3, c'est aussi moins 1/2. Passons au π sur 6. Donc le π sur 6, donc on va considérer juste les angles où j'ai mis des croix ici. Hein. Pour les multiples, les 4 multiples de π sur 6 ici, concernant les multiples de π sur 6, vous voyez que le premier, π sur 6, a une ordonnée égale à 1/2. Donc je peux écrire que sinus de π sur 6 est égal à 1/2. De même, symétriquement, à gauche, quand vous regardez 5π sur 6, il est également d'ordonnée 1/2. Donc je peux écrire sinus de 5π sur 6 est égal à 1/2. Et je peux ainsi compléter les deux autres. Concernant le tableau, je peux commencer à le remplir. Donc là, j'ai décidé de faire un tableau où je mettais les angles principaux du premier cadran et je mets également pi, voilà, pour la forme. Je décide également donc de remplir les cosinus et les sinus que j'ai déjà donnés. Donc voyez que dans la ligne des cosinus pour π sur 3, eh bien j'ai mis 1/2. Et pour le sinus de π sur 6, j'ai mis 1/2. Les points remarquables, je peux les compléter directement. Vous voyez que l'angle 0, tout à droite du cercle trigonométrique, il est de coordonnées 1, 0, ça veut dire que le cosinus de 0 vaut 1 et le sinus de 0 vaut 0. Concernant π sur 2, tout en haut, il est de coordonnées 0, 1. Du coup, je peux dire que le cosinus de π sur 2, c'est 0 et le sinus de π sur 2, c'est 1. Ensuite, ne me reste plus que pi et les cases manquantes que je vais pouvoir justifier après dans la vidéo. Bon courage. Pi, quant à lui, donc pi se trouve ici, et les coordonnées de pi sont moins 1, 0, donc on peut écrire également que le cosinus de pi vaut moins 1 et que le sinus de pi vaut 0. On a aussi dit juste avant que le sinus de π sur 6 était 1/2 et le cosinus de π sur 3 était également 1/2. Donc maintenant, il faut savoir remplir le reste. Donc je vais vous dire comment on a trouvé les valeurs pour que vous puissiez éventuellement vous en rappeler. Sinon, vous pouvez juste l'apprendre par cœur. Ce n'est pas gênant du tout. Donc, comment trouver l'autre valeur? Simplement en utilisant une propriété qu'on vous a mise dans votre cours et qui vous dit que le cosinus carré plus le sinus carré d'un angle, n'importe quel angle, vaut toujours 1. Ça, c'est dû au cercle trigonométrique. Vous voyez, quand je prends n'importe quel point ici, hop, et ben j'ai un triangle rectangle. Et en fait, cette formule-là est tirée du théorème de Pythagore, puisque le rayon H, c'est-à-dire l'hypoténuse, vaut 1. Ici, on a le cosinus au carré plus le sinus au carré qui vaut 1. C'est simplement un théorème de Pythagore dans votre cercle trigonométrique. Si on sait, donc là par exemple je vais faire pour le π sur 3. Si on sait que le cosinus est égal à 1/2, donc on a 1/2 au carré plus le sinus au carré qui vaut 1. On a donc un quart, parce que je vous rappelle que 1/2 au carré ça fait un quart, plus sinus au carré de x est égal à 1. Ça veut dire que le sinus au carré de x est égal à 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Bon, ce qui signifie, si je fais... Oups, vous voyez plus, excusez-moi, hop là. Ce qui signifie que si vous faites la racine et que vous essayez de trouver les résultats, vous avez deux possibilités. Vous avez donc le sinus de x qui est égal à racine de 3 quarts, ou le sinus de x qui est égal à moins racine de 3 quarts. Et pas racine de moins 3 quarts, ce qui n'existe pas. Simplement, vous voyez, c'est la propriété de la fonction carré qui vous dit que pour tout réel positif, on a deux solutions à un truc au carré égale un nombre. Voilà. On peut simplifier un tout petit peu la racine. Ça nous donne racine de 3
sur 2 ou sinus de x égale moins racine de 3 sur 2. Et donc, ça veut dire que la deuxième valeur, le sinus, ce sera racine de 3 sur 2 ou moins racine de 3 sur 2, selon où on se place dans le cercle. Donc ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Ça veut dire que ici, dans mon tableau, je reprends mon feutre, quand le cosinus, ou le sinus d'ailleurs, est égal à 1,5, ça veut dire que l'autre est égal à racine de 3 sur 2. Ça veut dire que ici, j'aurai racine de 3 sur 2, ici, j'aurai racine de 3 sur 2. Si on fait le même raisonnement, donc avec toujours la formule qui est là, avec mon théorème de Pythagore, pour trouver les valeurs de pi sur 4, on trouve racine de 2 sur 2, puisque en fait, puisque pour pi sur 4, on coupe ici en diagonale en deux parties égales, ça veut dire que le cosinus et le sinus, ça veut dire que le cosinus et le sinus sont égaux. Et donc, avec cette formule-là et le fait que le cosinus et le sinus soient le même, on trouve très facilement racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Voilà. Ce tableau-là est à retenir / à apprendre par cœur. Il y a quand même un petit moyen mnémotechnique. Déjà, vous remarquez que, voyez, le tableau, il est symétrique. C'est-à-dire que là, j'ai 0, 1,5, racine de 2 sur 2, racine 3 sur 2, 1. Et là, à l'inverse, j'ai 0, 1,5, racine de 2, racine 3 sur 2, 1. Donc ça, et ensuite, si vous voulez retenir les valeurs parce que vous n'êtes pas sûr, etc., petit moyen mnémotechnique. Donc en dessous, la colonne du sinus, enfin la ligne, pardon, du sinus, vous marquez 0, 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous faites la racine, 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 et ensuite vous divisez par 2. Divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2. Ici, j'ai donc racine de 0 qui fait 0, divisé par 2 qui fait aussi 0, donc c'est pour ça qu'il y a un 0 ici. Ici, j'ai racine de 1 ça fait 1, divisé par 2, ça fait donc 1,5. Ici, j'ai racine de 2 sur 2. Ici, j'ai racine de 3 sur 2. Et ici, j'ai racine de 4 qui fait 2, et 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc en fait, rien qu'en faisant ça, vous pouvez remettre les valeurs ici du sinus dans le bon sens. Il ne reste plus maintenant qu'à parler un petit peu du signe du sinus et du cosinus. Donc voyez ici, stylo. Donc voyez ici, j'ai les valeurs de cosinus et ici j'ai les valeurs de sinus. Ça veut dire que je vais avoir 4 cadrans. Vous voyez, là j'ai le cadran numéro 1, là j'ai le cadran numéro 2, là j'ai le cadran numéro 3, là j'ai le cadran numéro 4. Et donc dans le premier cadran, j'aurai le cos et le sinus qui sont tous les deux positifs ou nuls. Dans le deuxième cadran, le sinus, alors pour tous les nombres qui sont ici, ils ont tous une ordonnée positive. Par contre, ils vont tous avoir une abscisse négative. Donc, ça veut dire que cos est négatif et sinus, j'écris en abrégé, hein, c'est absolument pas mathématique tout ça, mais voilà, sinus positif. Dans le cadran numéro 3, eh ben ici, je suis à la fois en dessous de l'axe des abscisses et à la fois à gauche de l'axe des ordonnées. Je bafouille. Donc, ça veut dire que le cosinus est négatif et le sinus aussi est négatif, voilà. Et dans le cadran numéro 4, je repasse dans les positifs côté cosinus et je suis dans les négatifs côté sinus. Voilà. Ça veut dire que avec le tableau qu'on a complété juste avant et en sachant que si votre angle il est là, forcément la valeur de votre sinus sera positive et la valeur de votre cosinus sera négative, vous pouvez résoudre des équations. Notamment, imaginons que je vous demande... Attendez. Imaginons que je vous demande les solutions de cosinus de x égale moins racine de 3 sur 2. Donc, cosinus de x égale moins racine de 3 sur 2, vous vous dites, ok, si le cosinus est égal à moins racine de 3 sur 2, ça veut dire que je suis à peu près là, voilà. Donc, ça veut dire que les deux points qui vont avoir un cosinus de racine de 3 sur 2, eh ben c'est ces deux points-là.
Et ces deux points-là, dans mon cercle trigo, c'est ceux qui correspondent au sinus sur les 1/2, c'est-à-dire 5π sur 6 et moins 5π sur 6. Donc ça, je vous le dis, hein, il faut connaître votre cercle trigo. Je veux dire, vous ne pouvez pas l'inventer, vous voyez. Mais en connaissant votre cercle trigonométrique, du coup, ce genre d'équation est très très rapide à faire. Moi, je vous conseille de faire au brouillon tout le temps des petits cercles pour vous positionner. C'est beaucoup plus facile de se repérer quand vous faites des petits cercles vides plutôt que si vous superposez tout sur le même cercle. Un petit dernier pour la route, si je vous demande le sinus de x égale moins 1/2, ok, donc sinus de x égale moins 1/2, ça veut dire que je suis là. Hop, et ça veut dire que j'ai deux possibilités. Donc j'ai celle-là qu'on avait déjà mise avant et qui est moins 5π sur 6. Et celle-là qui est moins π sur 6. Ça veut dire que mes solutions sont moins π sur 6 et moins 5π sur 6. Voyez, à partir de ce moment-là, une fois que vous avez votre cercle trigo en tête, vous avez juste à vous situer, à savoir dans quel cadran vous êtes, etc. Et ensuite, tout se passe pour le mieux. Voilà. Je referai peut-être une autre vidéo, mais celle-là est déjà bien trop longue. Et j'espère au moins que vous aurez compris la majorité des choses sur la trigo.